The Conversation France. Banlieue, quartier, cité. En France, ces mots ont trop souvent une connotation négative. Ce que l'État français nomme depuis 2018 les quartiers prioritaires de la politique de la ville regroupe 5,4 millions d'habitants, dont 40% ont moins de 25 ans. Mais qu'est-ce qu'un quartier ? En 2017, un groupe de chercheurs s'est associé à 120 jeunes de plusieurs quartiers franciliens pour la recherche participative PopPart, portée par l'Université Paris-Nanterre. Je suis Niels Buchbaum et vous écoutez Jeunes de quartier, un podcast de The Conversation France. Pour ce nouvel épisode de Jeunes de quartier, nous recevons Claudette Lafaille, sociologue à l'Université Vincennes-Saint-Denis, associée à l'Université Paris-Nanterre, et Ahmad Zeidan, 25 ans, qui a grandi à Pantin. On a applaudi la cheminée tombée, les cloches de Pantin ont résonné, à peine 20 kilos d'explosifs pour des milliers de mètres cubes de béton armé et plus de 100 ans d'histoire industrielle de Pantin définitivement réduite en poussière. C'était en 1996, la destruction de la manufacture des tabacs à Pantin, qui employait plusieurs centaines d'ouvriers et qui fut remplacée par 50 000 mètres carrés de bureaux destinés à l'implantation de nouvelles entreprises. Située dans le département de la Seine-Saint-Denis au nord-est de Paris, Pantin est maintenant une commune de 57 000 habitants. Souvent qualifiée de nouveau Brooklyn, Pantin connaît, comme beaucoup de villes de banlieue limitrophes de la capitale, des transformations urbaines de grande ampleur qui se sont accentuées dans le milieu des années 2000. De nouveaux immeubles de bureaux et d'habitations sortent de terre, de nouveaux cafés ouvrent, de grandes entreprises y établissent leur siège social, des friches industrielles sont utilisées par des théâtres, la jeunesse parisienne vient y faire la fête. Mais pour certains habitants, Pantin est aussi le lieu de l'enfance. Franchement, cette place, elle a du vécu. Hein. Ah, de ouf. Quand on sortait du collège, qu'on venait se poser ici, franchement, c'était sympa. Hein. Franchement, à l'ancienne, ça venait, il n'y avait même pas d'heure pour se poser ici. Non, franchement, c'était cool. Ouais. Moi, j'aimais bien traîner ici le soir, surtout. Ouais, de ouf. Je prenais mon petit grec en bas de la rue, je venais me poser ici, c'était sympa. Ouais, ça se posait entre nous, tout ça. Après, c'était des cours, ça venait ici. Le soir, c'était cool. Ouais. Ahmad Zeidan, c'est vous que l'on vient d'écouter dans cet extrait. Vous parlez d'un lieu bien précis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors oui, la fontaine. Donc c'était en fait le lieu où tous les habitants pantinois, donc qui étaient au niveau du collège Lavoisier et qui se regroupaient, c'était le point central entre tous les logements, partout où on habitait. C'était vraiment le point central. Donc lorsqu'on sortait du collège, on arrivait et c'était le point où on se posait entre amis, que ce soit en hiver comme en été. Donc c'était un lieu qui a marqué notre enfance. C'est un lieu qui a pas grand-chose. Hein. C'est une fontaine avec 3 bancs autour et des pavillons. Donc, il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que c'était un lieu marquant du fait que moi, je passais par là pour aller au collège. Donc, Dylan, qui lui aussi était au collège Lavoisier avec moi, passait en fait par ce lieu aussi, donc la fontaine. Je passais par la fontaine aussi et beaucoup de nos amis qui étaient au collège Lavoisier passaient par ce lieu-là. Donc, c'était en fait le lieu emblématique, le lieu phare où on se retrouvait, ou parfois, lorsqu'on partait au collège le matin, on se retrouvait. Et quel lieu vous fréquentez maintenant à Pantin ? Alors, il y a beaucoup de lieux qui ont ouvert, hein. Typiquement le canal, par exemple. Le canal qui est une sorte de fontaine version plus grande. Donc le canal, je le fréquente beaucoup, quoi. Donc, c'est plus d'eau déjà et plus d'espace où on peut s'asseoir. Donc, c'est plus de 2 bancs, mais c'est, je crois, une quarantaine d'espaces où on peut s'asseoir. Donc, 40 places avec un nouveau bar qui est ouvert. C'est beaucoup plus grand que la fontaine. Donc, il y a plus d'espace et beaucoup plus de verdure aussi. Et moins de véhicules. Donc, en fait, il n'y a pas de route. C'est un espace vraiment piétonnisé, donc réservé en fait aux habitants. Et le canal, vous n'y alliez pas quand vous étiez plus jeune ? Non, parce que le canal a bougé. Le canal n'était pas ce que c'était quand j'étais plus jeune. Le canal était même, je crois, pas accessible. En tout cas, la partie aujourd'hui qui est accessible, avec le nouveau bâtiment qui a eu lieu, donc les magasins généraux, c'était une usine désinfectée. Donc, on n'y avait pas forcément accès aujourd'hui. Quand vous comparez ces deux lieux, le lieu de la fontaine, donc de l'enfance, et le canal, donc de votre vie d'adulte, quelle sensation est-ce que ça vous procure, ces changements ? Alors, pas de la tristesse, mais je dirais, pour moi, c'est une prise de maturité sur le lieu qu'on fréquente. Pourquoi ? En fait, la fontaine, c'était le lieu local qu'on avait, nous, entre amis. C'était notre lieu entre amis, parce que on le fréquentait lorsqu'on devait aller au collège, ou lorsqu'on rentrait, ou on s'était assigné ce lieu-là.
Le canal, lui, est un lieu qui, en mon sens, est ouvert à tout le monde. Et donc, tout le monde va au canal. Et donc, lorsqu'on grandit, en tout cas, lorsqu'on prend en maturité, on va pour, par exemple, boire un verre, on se dit on va au canal, et donc ça nous permet de faire des découvertes, des connaissances. Donc, c'est un lieu qui est plus ouvert. Pas que la fontaine était moins ouverte, mais c'était un lieu qui était propre à nous. Le canal, je pourrais pas dire aujourd'hui, le canal, c'est mon lieu. Tellement il y a de gens qui y vont, tellement il y a de monde qui découvre ce lieu-là. Et les changements qui ont été portés sur ce lieu-là aussi font que c'est pas un lieu qui m'a été attribué, on va dire. Il y a une nouvelle population qui est arrivée Totalement, une nouvelle population, carrément. Donc c'est les nouveaux logements qui ont lieu au niveau du canal, donc ça apporte une nouvelle population. C'est des logements qui oui, apportent une nouvelle population au niveau du canal, qui sont coûteux. Claudette Lafaille, vous avez pu observer ces changements aussi au sein de la ville de Pantin. On parle souvent de gentrification. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer sur le sens que ça prend dans une ville comme celle de Pantin ? Le terme gentrification, ça désigne le processus donc d'embourgeoisement d'un quartier populaire. Ce processus, en fait, il peut s'opérer de différentes manières. Il peut s'opérer de manière silencieuse, à travers les ventes et acquisitions de logements qui appartiennent à des propriétaires privés. Parfois, il peut s'agir même d'immeubles entiers, contribuant donc par là même à l'augmentation du coût du foncier et indirectement à l'augmentation des coûts des loyers, donc rendant petit à petit les logements donc inaccessibles aux ménages modestes. Dans certains cas, ce processus est accompagné indirectement par les pouvoirs publics à travers, par exemple, des opérations d'embellissement de l'espace public. On peut penser au cas du canal, du canal de l'Ourcq. Parfois, il est orchestré par ces mêmes pouvoirs publics à travers des politiques urbaines de beaucoup plus grande envergure. Parfois encore, il est freiné par des politiques publiques de construction de logements sociaux ou de transformation de logements existants en logements à loyer conventionné. Voilà. Donc, si on reprend maintenant le cas de Pantin, eh bien, à Pantin, le processus de gentrification a démarré, on peut dire, avec l'implantation donc d'entreprises tertiaires et de leurs sièges, BNP, Hermès, par exemple, mais aussi beaucoup d'entreprises de la nouvelle économie créative, des agences de communication, de publicité, des sociétés de production de spectacles, qui ont donc peu à peu remplacé toutes les usines désaffectées qui ont été donc évoquées tout à l'heure dans la bande sonore. Il a été également soutenu par l'implantation de plusieurs lieux culturels, le Centre national de la danse, mais il y en a d'autres, et surtout donc par la construction de nouveaux immeubles de logement en bordure du canal, souvent, pas toujours, mais souvent en accession à la propriété, au loyer ou au prix trop élevé donc pour la population pantinoise, qui fait que ils ont été donc investis par une population plus aisée, en partie extérieure à la commune, parfois parisienne. Et Ahmad Zeidan nous a dit tout à l'heure qu'il fréquentait maintenant ce nouveau lieu. Et vous aussi, vous l'avez décrit, il y a une nouvelle population qui arrive et qui fréquente ce lieu. Est-ce que cela peut produire du mélange, des rencontres, de la mixité sociale, comme on dit souvent ? Tout d'abord, comme ce sont des processus en évolution, les choses ne sont jamais complètement figées ou stabilisées. Souvent, la mixité sociale, c'est un état transitoire. Et lorsque le processus de gentrification parvient à son terme, s'il y parvient, ce qui n'est pas toujours le cas, eh bien à ce moment-là, les ménages populaires auront presque tous disparu, auront été évincés du quartier. Dans cette configuration, il n'y a plus vraiment de mixité, bien évidemment. Lorsqu'il y a par contre un volontarisme des pouvoirs publics pour construire des logements sociaux, il peut y avoir une forme de mixité sociale, bien évidemment. Mais ensuite, il y a un deuxième élément. Il faut avoir en tête que la mixité sociale, quel que soit l'endroit, en fait, ça ne s'est jamais traduit par le brassage de classes sociales différentes. Ça prend
bien davantage la forme de ce qu'on appelle une cohabitation séparée. La coexistence pacifique entre groupes sociaux différents repose sur souvent un partage du territoire, des lieux d'activité différents où chacun mène sa vie et ne fréquente donc pas nécessairement les mêmes boutiques, les mêmes magasins d'alimentation, ni même les mêmes lieux de loisirs. Jusqu'aux espaces publics, d'ailleurs, qui eux-mêmes peuvent faire l'objet de fréquentation, mais pas à la même heure. Et vous, Ahmad, personnellement, vous fréquentez donc ces nouvelles berges. Est-ce que vous avez fait des rencontres de nouveaux Pantinois ou de gens qui ne sont pas de Pantin, cette nouvelle population qui arrive? Alors, j'en ai fait l'année de la Coupe du Monde. Mais bon, l'année de la Coupe du Monde, lorsqu'il y avait les fan zones, tout le monde était content, tout le monde était joyeux, donc je ne sais pas si ça compte. En dehors de ça, je dirais non. Parce que du coup, en fait, on va se regrouper, on va faire appel à un collègue ou un ami, bah tiens, on va se retrouver au canal. Mis à part ça, non. Enfin, extérieur à mes amis ou autres, non. Ou collègues, non. C'est pas arrivé. Ahmad Zeidan, vous nous avez parlé de ce lieu de votre enfance, la fontaine, où tout le monde se croise. Mais est-ce qu'il y aurait des lieux de passage où les filles vont et pas les garçons, ou au contraire les garçons vont et les filles ne passent pas, où les enfants jouent et les adultes ne s'opposent pas? Alors là, comme ça, de tête, franchement, non. Pour moi, à part si c'est des lieux dédiés, où là, par exemple, ça va être un square 3-5 ans, où là, c'est les enfants, c'est réservé aux enfants, oui. Mais là, comme ça, mis à part ça, non. Pour moi, la ville était assez ouverte, les quartiers aussi. Lorsqu'on habite un quartier, il n'y avait pas de lieu, à part, entre groupes, on a un lieu phare. Mais là, comme ça, non. Claudette Lafaille, peut-être que vous avez pu observer une répartition des lieux suivant les habitants, suivant leur genre, suivant... En fait, tous les quartiers populaires ne se ressemblent pas. C'est d'une certaine manière ça que vient de dire Ahmad. C'est-à-dire dans le quartier où il habitait enfant, où il allait au collège, il n'a pas nécessairement remarqué qu'il y avait des lieux qui étaient accaparés par certaines catégories de la population. Mais dans d'autres quartiers, il en va différemment. Hein. Je pense en particulier à plusieurs jeunes d'Aubervilliers qui nous racontaient que au moment de l'adolescence, certains espaces de leur quartier, la Maladrerie, avaient fait l'objet, par exemple, d'une dynamique d'appropriation qui était très fortement marquée par la domination masculine. Et du coup, cette dynamique, elle circonscrivait très étroitement la place que les filles pouvaient investir. Une jeune fille, en particulier, j'ai le souvenir d'une jeune fille qui témoignait à quel point, à partir de l'adolescence, elle avait été cantonnée, elle et ses copines, au lieu qui étaient délaissés par les garçons. Mais cela avait un autre effet intéressant, je trouve, à observer, c'est que, dans ce cas-là, les filles partaient en groupe de copines beaucoup plus tôt que les garçons, exploraient l'extérieur du quartier, se rendaient à Paris, plus tôt que les garçons. J'ai envie de poser une question à Ahmad. Le groupe que vous constituiez auprès de La Fontaine, au moment du collège, il y avait des filles ou vous étiez que des garçons? Non, on n'était que des garçons à ce moment-là. Et j'aimerais même rebondir sur ce qu'a dit Claudette. Alors oui, il y avait, alors là, comme ça, dans ce qu'a dit Claudette, oui, il y avait forcément des lieux où, pour le coup, il y avait que des garçons. J'ai en tête le City et le Stade Charleroi. Mais pour le coup, je suis pas sûr que ce soit un problème au niveau de la ville. C'est pas Pantin qui fait que le City et que des garçons. Et là, c'est plus un problème sociétal, pour le coup, et de ce qu'on va véhiculer aussi sur la mixité filles-garçons. C'est pas Pantin qui a fait que les city-stades soient bondés de garçons. Concernant les générations, j'ai d'autres exemples dans la recherche à laquelle on collaborait, donc les 120 jeunes qui sont issus d'une autre ville en particulier et qui ont trait au café dans le quartier. Alors, il y a des cafés dans les quartiers populaires, pas dans tous les quartiers populaires, dans certains, pas dans d'autres, etc. Et lorsqu'il y a un café, très souvent, il est fréquenté par les hommes adultes. Les jeunes, ils appellent ça le café des darons.
pour cette raison-là, évidemment, il est disqualifié, le Café des Darons. Ils n'ont pas du tout envie d'aller étaler leur fréquentation face aux adultes du quartier. Et donc, c'est intéressant parce que c'est pas seulement les filles, c'est les garçons aussi qui n'ont pas envie de fréquenter le café qui est fréquenté par la génération précédente. Donc, garçons comme filles appréhendent évidemment le contrôle social de la génération des parents. Et, au demeurant, ne trouve aucun charme à ce café. C'est des échos qui viennent encore en tête. En plus, quand tu as dit le café des darons, je vois mon père, là, donc, et je vois son café. Donc, et c'est vrai que dans le café de mon père, il n'y a pas de femmes, mais qu'au Dog Bay, pour le coup. Le Dog Bay qui est le nouveau café qui a ouvert au canal, pour le coup, il y a plus de femmes. Donc ouais, non, c'est vrai, totalement d'accord. Et donc oui, là, pour le coup, il y a des lieux, mais ça, encore une fois, je ne sais pas ce qui entraîne ça. Et vous ne fréquentez pas du coup ce café dans le quartier? Alors non, pas du tout, non. Je fréquenterais plus le Dog Bay que le café rue Victor Hugo. Et pourquoi? Alors parce qu'il il est assez sombre, assez renfermé, c'est un peu les cafés à l'ancienne. Mais ça, je dirais que ça, c'est les générations. Je dirais pas que c'est En fait, je pense qu'il y a un côté esthétique aussi qui joue énormément sur là où je vais aller. Je pense que l'ancienne génération, en tout cas nos parents, eux, ils n'avaient pas ce côté esthétique. Vous savez, c'est les anciens cafés avec les banderoles rouges. Bon, je pense que, alors je dis ancien, mais je pense que même les cafés parisiens sont comme ça. Mais c'était un café assez sombre, pas beaucoup de lumière, une petite télé à l'intérieur avec le PMU tous les jours. Alors que le Dog Bay, non, c'était un côté plus festif, des couleurs, de la lumière. Donc ça donnait envie une terrasse aussi en été, ce qui n'est pas le cas. Alors que là, on était dans le café dans un bout de la rue, c'était 2-3 chaises à l'extérieur, une qui a le pied cassé. Enfin, ça donne pas envie d'y aller. Donc du coup, c'est vraiment le côté esthétique, je pense, qui fait que aujourd'hui, moi, je serais plus à même à aller dans ce type de lieu et non pas le café de mon père. Moi, ce que dit Ahmad m'évoque le fait que certains des éléments qui proviennent du processus de gentrification que l'on évoquait précédemment, finalement, sont investis par les jeunes, et parce qu'en fait, me semble-t-il, ils témoignent d'une ville qui change, d'une ville qui devient désirable, qui n'est plus stigmatisée. Et donc, ça se traduit par des lieux qui sont agréables à vivre, que les jeunes, ceux qui ont les moyens, parce qu'Ahmad travaille, mais c'est pas le cas de tous les jeunes, ou c'est pas le cas quand on est encore au lycée, qu'on n'a pas encore assez d'argent de poche, par exemple. Mais en tout cas, qui sont possibles, s'ils peuvent pas être fréquentés dans l'immédiat, ils le sont possiblement dans le futur, dès qu'on aura les moyens, etc. Ouais. Et à l'inverse, je pense que mon père n'irait pas au Dog Bay non plus. Oui. Donc ça, c'est ce qui est drôle aussi. Je trouve ça intéressant de le dire. Voilà. Mais quelque chose qu'on n'a pas dit, me semble-t-il, que je voulais rajouter par rapport au processus de gentrification. Donc, ça traduit beaucoup d'ambivalence. Donc, à la fois le désir de participer à une ville qui se transforme, qui devient belle, qui est même l'objet de convoitises, puisque des Parisiens viennent le week-end y avoir des activités récréatives. Et puis de l'autre, quand même, est-ce qu'on va pouvoir y rester dans cette ville? Je suis assez d'accord. C'est la grande interrogation qu'on avait lors de la recherche. C'était est-ce que dans les années à venir, on aurait encore la possibilité, on va pouvoir rester sur Pantin? Est-ce que c'est toujours d'actualité que nous sommes pantinois avec la gentrification qui arrive et tout ce qui arrive dans les années à venir? Je crois que vous n'habitez plus à Pantin. Est-ce que vous aimeriez pouvoir y habiter plus tard, y revenir, et qu'est-ce que ça vous fait quand vous revenez dans votre quartier d'enfance? Alors, moi, j'habite plus Pantin, mais mes parents, ils sont toujours. Pour ma part, moi, je suis toujours à Pantin. Déjà parce que tous mes amis sont toujours sur Pantin, et parce que aussi je viens pour rendre visite à mes parents. Alors ça fait toujours plaisir de voir que la ville change. Parce que quand on dit gentrification, c'est aussi la réhabilitation de beaucoup d'espaces. C'est-à-dire c'est le quartier qui devient beau. C'est des nouvelles choses qui arrivent. Typiquement, moi j'habite à Bondy. Là, le Tézen arrive. Donc en fait, le Tézen reliera Pantin à chez moi. Donc en fait, je me dirais que au lieu d'aller en voiture, je pourrais prendre le Tézen. En plus, c'est en 25 minutes. Donc c'est assez cool. Contre 40 en voiture.
Donc c'est plutôt cool. Mais voilà, il y a quand même cette interrogation qui me dit, mes parents sont encore ici, ils vivent en HLM, dans des logements sociaux. Est-ce que ces logements sociaux-là vont pas disparaître? Est-ce que le loyer va pas augmenter? Comment ça va se passer dans les années à venir? Enfin, pour moi, Ahmad Zeidan, c'est toujours beau et toujours bien de voir le quartier qui bouge. Mais voilà, et pour répondre à votre question, bien sûr que moi, je me verrais toujours réhabiter Pantin. Et je me vois grave reprendre un logement sur Pantin, pas forcément dans HLM. Ce serait cool d'acheter sur le canal, avec une très belle vue sur le canal. Et pour l'instant, on n'a pas encore les moyens. Mais en tout cas, oui, habiter Pantin avec grand plaisir. Ahmad Zeidan, vous avez parlé du TZ, donc c'est le nouveau tramway en Seine-Saint-Denis. Comment est-ce que vous vous déplacez, vous, pour aller à Pantin, de Pantin à Bondy, pour aller voir vos parents, vos amis? Alors aujourd'hui, je me déplace en voiture, mais j'ai acheté une trottinette électrique hier. Donc du coup, je me déplacerai très prochainement en trottinette électrique. Donc voilà, parce qu'on s'adapte aussi à la situation qui se passe. On peut plus rouler en voiture entre Pantin et Bondy, donc on s'adapte. Ah bon, pourquoi? Parce que il y a 2 ans, il y avait 3 voies de circulation. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'une, avec 2 pistes cyclables de chaque côté. Et c'est devenu un enfer au niveau de la circulation. Donc, on s'adapte. On voit que les gens prennent le vélo, que la mobilité douce commence à être à la mode. La trottinette électrique, c'est un bon compromis. Bon, il fait un peu froid, mais on va mettre des gants. Quelles sont les frontières de votre ville ou de votre quartier? À partir de quel endroit vous considérez que c'est chez vous et plus chez vous? Alors, en tout cas, sur Pantin, c'était à partir de la porte de Pantin. Pourquoi? C'était, on va dire, après la porte de Pantin, ça dépendait beaucoup des commerces. C'est-à-dire qu'après la porte de Pantin, il y avait des commerces qu'on ne retrouvait plus à Pantin. Typiquement, il y avait un Naturalia. Bon, ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, il y a un Naturalia à Pantin. Donc, mais ça dépendait vraiment des commerces et de ce qu'on pouvait retrouver aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on s'éloignait trop et qu'on voyait beaucoup de verdure, on se disait, on n'est plus chez nous, parce que nous, on est habitué à des grandes tours, des tours de 12 étages, un peu partout à droite à gauche. Donc, on se disait, voilà, là, on n'est plus chez nous. Donc, les commerces, c'est vraiment ce qu'il y a autour. Ce qu'on va retrouver. Moi, je sais que j'ai grandi, j'avais des tours partout. Là où j'ai grandi à Pantin, il y avait des grands bâtiments partout. Et dès que j'allais à Paris, je trouvais qu'il y avait plus d'espace. Alors, il y a des lieux sur Paris où, pour le coup, il y a toujours ce problème de grands bâtiments, mais ce n'est pas les mêmes bâtiments. Il n'y avait pas les paraboles qui dépassaient. Donc, ce n'était pas pareil. J'ai souvenir de Paris des grands bâtiments, mais des bâtiments haussmanniens, par exemple. Ça, j'ai cette image-là de Paris, mais que je n'ai pas sur Pantin. Donc je pense que voilà, les frontières elles étaient délimitées comme ça, en tout cas pour ma part. Une question pour finir. On est en 2022, donc année électorale. Il y a les présidentielles qui arrivent très bientôt. Comment est-ce que vous appréhendez peut-être cet événement? Qu'est-ce que vous attendez des gens qui se présentent, du prochain quinquennat? Comment est-ce que vous voyez les programmes politiques annoncés? Alors pour le coup, je ne me renseigne pas trop au niveau politique. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas très renseigné sur la vie politique. Alors, je suis renseigné à l'échelle locale, donc à l'échelle de la ville, ce qui est déjà pas mal, je trouve. Mais c'est vrai qu'à l'échelle nationale, pas que j'y crois plus trop, mais c'est vrai que je ne suis pas trop renseigné. Mais ce que j'attendrais, on va dire, des politiques, ce serait de combiner, ce qu'a dit Claudette un peu au début, ce serait d'essayer de combiner et de créer de la mixité sociale et non pas d'évincer des classes populaires qui, elles, n'ont plus les moyens de payer et de se dire, écoutez, vous n'êtes plus les bienvenus dans cette ville-là, parce que c'est aussi ces habitants, je pense, qui ont construit la ville. Moi, je sais que mes parents y ont vécu ça fait plus de 20 ans qu'ils sont à Pantin. Et je pense qu'ils ont participé à la création de Pantin, ils ont participé à la ville de Pantin. Et je me verrais mal dans 10 ans les voir se dire, écoute, on peut plus payer le loyer, ou le bâtiment va être effondré parce qu'en fait, il n'y a plus de logement social, ou très peu, et notre logement social, il est plus dans les clous, donc il faut sortir. Donc moi, ce que je demanderais vraiment aux politiques, ce serait de créer de la mixité, et non pas d'évincer pour rapporter de l'argent, pour se dire, ok, vous êtes plus dans les critères sociaux. Je pense que tout le monde est la bienvenue, et c'est comme ça. Et vous vous engagez, vous, localement? Moi, je suis engagé à l'échelle associative. Associativement, je suis engagé. Donc, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Équité, Solidarité, Partage. Et donc, c'est une association qui vise à promouvoir la culture sous toutes ses formes. Donc, l'objectif, vraiment, c'est d'emmener des familles. Typiquement, là, une action qu'on mène en place, c'est un séjour ski. Donc, et emmener des familles pantinoises et des villes limitrophes dans des pistes de ski, là où elles n'ont jamais mis les pieds.
on répond aussi à une problématique qui est la fracture numérique. Donc, moi, je travaille dans les milieux de l'informatique, je travaille dans l'informatique, mais un problème que j'ai eu lorsque j'étais plus jeune, c'est que j'avais pas d'ordinateur. Et j'ai jamais eu accès à l'information comme ce que mes amis avaient. Donc, pour le coup, nous, on est aussi pas mal sensibilisés sur la question de la fracture numérique, donc sur les villes de Pantin et autour. D'accord, ça tombe bien parce que ça fera l'objet d'un autre épisode de Jeunes de quartier. Merci à vous, Claudette Lafaille et Ahmad Zeidan. Pour en savoir plus, j'invite nos auditeurs à retrouver les travaux du collectif Pop Art sur le site internet jeunesdequartier.fr et à écouter les autres épisodes du podcast Jeunes de quartier sur The Conversation France. The Conversation France. In Extinso est un podcast de The Conversation. Chaque vendredi, la rédaction donne la parole à la recherche pour mieux comprendre l'actualité. Retrouvez l'ensemble des épisodes d'In Extinso et nos autres séries directement sur theconversation.com dans la rubrique podcast.